Bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais aller dans le complément de ce qu'a déjà un peu présenté Violaine pour revenir sur cette question du soutien politique, du vote, de la pratique électorale, de l'usage du bulletin de vote favorable au FN, de certains segments du conglomérat, pour reprendre ce qui était pris ce matin, et notamment en abordant, à partir d'une enquête singulière, le cas du vote de certaines fractions des classes populaires pour le FN. Alors, il faut avoir une précaution d'usage quand on parle du vote populaire pour le FN, c'est-à-dire qu'il y a eu un ensemble de discours disqualifiants depuis les années 90 qui visaient à stigmatiser le peuple et les classes populaires pour leur comportement potentiellement déviant, qui serait le vote FN. Le peuple serait fou, on en a parlé ce matin, il voterait pour ces hérétiques que c'est le Front National. Donc il y a un très beau bouquin qui a maintenant 12 ans, qui est publié en 2004 par Annie Goloval, qui s'appelle Le populisme du FN, un dangereux contresens, qui montre très bien la construction scientifique, journalistique et politique de ce faux débat. Pour autant, ce bouquin a eu sans doute peut-être un effet négatif dans le champ scientifique, c'est qu'on manque d'enquêtes robustes pour bien mesurer ce vote dans les classes populaires pour le FN. Ça commence, il y a quelques années, on en a quelques-uns, mais on n'est pas encore totalement. C'est une question qui n'est pas réglée scientifiquement. Si c'est un faux problème politique, pour autant, on peut trouver un certain nombre d'ouvriers ou d'employés, parce que les classes populaires sont plurielles maintenant, qui votent pour le FN, Violaine en a parlé un petit peu, et c'est ce que je vais essayer d'aborder ici avec vous. Alors, si on regarde les enquêtes politologiques classiques, les grandes enquêtes par sondage, par statistique, etc., une thèse par exemple en 2012 soutenue à Sciences Po Paris nous dit qu'il y a deux fractions dans le vote ouvrier pour la droite. En gros, les plus anciens qui sont des ouvriers qui ont toujours été à droite, dans des familles de droite, ça existait. La classe ouvrière n'a pas voté pour le PCF ou pour le PS tout le temps. Il y a au moins 30% d'ouvriers qui, à différentes périodes historiques, entre les années 60, votaient pour la droite, et qui se seraient radicalisés sur la droite et qui voteraient pour le FN. Il y a un deuxième sous-groupe que ces enquêtes politologiques qui posent des problèmes, on n'a pas le temps d'en discuter ici, montrent sur la base d'enquêtes quantitatives, c'est qu'on a beaucoup de jeunes ouvriers qui votent pour le FN, mais ce ne sont pas des ouvriers qui votaient pour la droite avant, ce ne sont pas des ouvriers qui votaient pour la gauche, ce sont des jeunes qui ont été socialisés dans un état du système social, du système scolaire, du monde du travail, etc., différents de leurs aînés, et qui, du coup, ne sont pas orientés politiquement à gauche. Ce n'est pas une radicalisation cette fois, c'est de nouveaux entrants, c'est le fameux renouvellement générationnel dont parlait Patrick. Et c'est sur certains de ces jeunes que je vais essayer de mettre la focale ici. Pour ce faire, je vais vous parler d'une petite enquête qu'on a fait avec une collègue à l'occasion des élections de 2012, dans le cadre d'un collectif plus général qui s'appelle le collectif SPEL, Sociologie politique des élections, qui était, pour aller vite, le projet intellectuel d'Annick Dexy, qui est ici, qui a parlé ce matin, a contribué à le coordonner. Le projet était un petit peu, je force un peu le trait, mais de faire s'inscrire un peu dans la filiation d'une approche compréhensible du vote, par entretien notamment approfondi auprès des lecteurs, un petit peu comme l'avaient fait d'autres sociologues beaucoup plus tôt dans La misère du monde, les travaux de Bourdieu, mais cette fois en anglant sur le phénomène électoral dans le cadre 2012. Dans cette enquête, l'originalité, c'est de mener des entretiens semi-directifs, voire peu directifs dans notre cas, auprès d'électeurs, de citoyens, d'individus surtout situés dans différents groupes sociaux, très différents, mais d'interroger ces individus bien avant la campagne électorale de 2012, pendant la campagne, dans l'entre-deux tours, mais aussi après, pour essayer de saisir non seulement leur vision du monde, leur rapport aux politiques, et pour réinscrire leur pratique électorale dans tout un contexte, dans une trajectoire et dans des rapports sociaux concrets du quotidien qu'ils expérimentaient, et de les faire parler le plus longuement possible à plusieurs reprises. Dans ce cadre, avec ma collègue Clémentine Berger dont je vous parlais, on allait à la rencontre d'une dizaine de jeunes qui étaient scolarisés dans un lycée professionnel de banlieue parisienne. Ce lycée est anonymisé, peu importe ici, c'est un lycée qui compte une grande proportion d'élèves défavorisés sur une catégorie de l'éducation nationale, qui est un lycée classé Z, qui est un lycée qui a la spécificité de ne pas être situé dans une cité d'habitat social, mais dans une centre-ville, une petite commune déjà bien gentrifiée. C'est un lycée qui brasse large par son recrutement parce qu'il a des filières relativement rares. Donc il a un bassin de recrutement très, très élargi. C'est des élèves qui font souvent beaucoup de déplacements. C'est pas un établissement dans un quartier ségrégé. Alors, ce lycée, il était intéressant pour nous parce qu'en faisant varier les filières dans lesquelles on rencontrait les jeunes, on pouvait avoir des trajectoires et des positions dans les classes populaires assez contrastées. Je ne vais pas raconter toute cette enquête, parce que je vais porter la focale plutôt sur deux jeunes qu'on a rencontrés et qui vont nous intéresser pour la question du FN ici aujourd'hui. Deux jeunes qui, à notre grande surprise à l'époque, se sont révélés être proches de la droite, voire de l'extrême droite, alors qu'ils étaient tous deux situés dans les catégories populaires, qu'ils habitaient tous deux dans des cités d'habitat social, que ce n'était pas vraiment là qu'on attendait du vote FN, ce n'était pas le but de cette enquête que de travailler forcément sur le FN.
Ces deux jeunes, je vais vous les présenter, ils sont copains, ils sont dans la même classe, ils ont 20 ans en 2012, ce sont donc des primo-votants, ils n'avaient jamais voté avant, ils sont issus des catégories populaires, je vais les situer un peu mieux après. Et ils sont surtout dans une section particulière qui est la section ébénisterie au sein du lycée professionnel. La section ébénisterie est une section relativement valorisée qui mène à des métiers d'ouvriers qualifiés, essentiellement, certains finalement par ensuite dans les métiers d'artisanat, petite entreprise, etc. Sur la base de la mise en relation de ce que nous ont raconté ces deux jeunes, que je vais essayer de vous livrer, on peut essayer de réfléchir plus généralement aux conditions du vote de ce type d'individu pour le FN, mais aussi aux conditions peut-être d'une lutte contre le FN, parce que vous allez voir qu'il y a un cas où un de ces deux jeunes finit par ne pas voter FN, et c'est pas pour rien, il faut que je vous explique un petit peu pourquoi. Alors, le premier de ces deux jeunes s'appelle Thomas. Il a 20 ans en 2012, je vous le disais, terminal bac pro ébénisterie. Il vote pour la première fois en 2012, il a été inscrit automatiquement sur les listes électorales. Si on veut le situer un petit peu socialement, plus précisément, il est issu d'une famille dont le père est ouvrier électricien pendant toute sa carrière, qui a tenté de monter sa petite entreprise 2 ans avant les élections, en 2010. Donc, c'est un électricien finalement à son compte, en réalité auto-entrepreneur pour être plus précis. Sa mère, qui elle est titulaire d'un bac général, qui n'est pas diplômée, est petite employée en CDI, et c'est son importance du point de vue de la stabilité sociale, dans un laboratoire d'analyse médicale qui est situé dans leur quartier populaire où ils habitent dans une cité d'habitat social relativement ségrégée, cité qui au passage est orientée à droite depuis des décennies, ce n'est pas une banlieue rouge dans son cas particulier. Ce jeune est d'origine franco-française, comme il le dit relativement fièrement. Ses deux parents viennent de Vendée, ils sont catholiques, lui se déclare catholique, il n'est pas pratiquant, mais très peu de connaissances en la matière. Il est surtout le cadet d'une fratrie de 3, c'est le plus petit. Son grand frère est ouvrier manutentionnaire précaire qui travaille en intérim, 29 ans, et sa grande sœur, 26 ans, est sans emploi depuis des années, garde parfois des enfants, dans une situation de précarité, elle aussi. Thomas vit depuis son plus jeune âge dans cette cité d'habitat social, au dernier étage, dans un appartement de 110 mètres carrés HLM que ses parents ont depuis 1989. Il est le dernier de la fratrie à vivre encore sous ce toit-là, avec ses parents. Et la plupart de ses amis, pour un noter ici, ne fréquentent pas le quartier, ne sont pas dans le quartier où il vit. Il ne côtoie personne dans le quartier, il est connu de tous comme il le dit, mais il n'a aucun ami dans le quartier, puisque d'après lui, il n'y aurait que des immigrés, des arabes, qui l'emmerdent dans le quartier, et qui emmerdent beaucoup ses parents, qui vivent leur position dans la cité comme une relégation, un déclassement historique, considèrent explicitement ses parents que la cité s'est dégradée, que c'est un vrai problème, et qu'eux ne sont pas partis pour des raisons financières. Au lycée professionnel, ce jeune toujours, Thomas, ne fréquente que des garçons de sa classe, puisque de filière historique, il n'y a quasiment que des garçons, d'une part, quelques filles, c'est très rare, et surtout des conflits importants au sein du lycée professionnel avec d'autres jeunes des catégories populaires, positionnés plus bas dans les catégories populaires, issus de l'immigration, des minorités visibles, je mets des guillemets à toutes ces catégories qui posent des difficultés, et des conflits qui vont jusqu'à des bagarres régulières dans la cour, à la sortie du lycée. Il a son ennemi personnel, Karim, qui l'appelle l'islamiste, qu'il fréquente au quotidien. Et donc, lorsque nous rencontrons pour la première fois Thomas, au début de l'année 2012, il tient des propos extrêmement virulents contre les étrangers, tacitement contre les Arabes et les Noirs, même explicitement parfois, qui le réduit parfois à ce qu'il appelle les musulmans, les musulmans, les islamistes, ce sont des termes interchangeables chez lui. Et pour ce jeune, finalement, il nous dit « je ne suis pas raciste », mais ces populations étrangères lui posent problème, même s'il dénie le racisme. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au début de l'année 2012, il ne fait pas de connexion entre ce qu'il décrit et l'offre politique. On a là un enquêté qui est très distant du politique, il ne manie pas les catégories politiques légitimes, il ne connaît pas Marine Le Pen, parce qu'au début 2012, il connaît Jean-Marie Le Pen, qui pensait qu'il serait candidat, il ne connaît pas les candidats, il connaît simplement Sarkozy, il ne connaît pas Hollande en 2012. Il ne suit pas l'actualité, il déclare de ne pas s'intéresser de la politique. Le premier entretien a été un peu compliqué, il a failli vouloir partir parce que j'essayais de le relancer sur des questions politiques, donc il a fallu le laisser le plus libre de parler d'autre chose que de politique, au sens institué du terme. Et c'est quelqu'un qui a pourtant des convictions profondément, semble-t-il, en tout cas lors de son entretien suivant, xénophobes et islamophobes notamment. Vous avez des citations, mais il y en a des extrêmement violentes. Pour ceux qui consulteraient la revue Savoir Agir, cet individu, il y a un portrait dans le prochain numéro de Savoir Agir qui sort la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Alors, ce qui est intéressant donc ici, c'est faible compétence politique, distance au jeu politique. On le fait parler en janvier 2012 sur les élections, il nous explique qu'il ne va probablement pas voter, ou s'il vote, il va voter blanc, que ses parents lui disent qu'il faut voter, mais que bon, finalement, il ne sait pas trop, il s'en moque.
pas spécialement de soutien pour le FN, même si d'un point de vue intellectualiste, on va en dire évidemment c'était écrit, il allait voter FN, du fait de ses prises de position notamment xénophobes. Nous re-rencontrons ce jeune garçon à 15 jours de l'élection présidentielle, nous sommes début avril. Cette fois, il a non pas un intérêt pour la politique, il le dénie toujours, mais il a un peu plus de compétences politiques, au sens où la campagne électorale l'a affecté. Quand je dis qu'elle l'a affecté, c'est pas le travail militant dans son quartier, puisqu'il n'a jamais vu aucun militant, ni de droite ni de gauche, ni même du FN, c'est une spécificité importante, je crois, ici. La seule petite effervescence politique qu'il a relativement politisée dans ce contexte, c'est des discussions qu'il a eues, notamment avec son père devant la télé, en mangeant le soir, au moment du JT. Son seul accès au programme idéologique du FN, qu'il ignore pour la plupart, le seul accès à la figure de Marine Le Pen, c'est des discussions télévisées, des discussions avec son père face à la télé en mangeant, des discussions qu'il qualifie de désintéressées, mais au moment de l'entretien, il nous parle notamment de l'affaire Mera, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est que l'affaire Mera, je ne détaille pas, qui pour lui fait sens, et fait écho notamment à ces conflits qu'il expérimente au lycée professionnel et dans le quartier avec d'autres jeunes rebeux islamistes, comme il dit, qui sont débouchés pour le citer. Donc on a là un jeune qui par la suite va voter au présidentiel Marine Le Pen au premier tour, Sarkozy au deuxième tour, aux législatives exactement la même chose, que nous rencontrons quelques mois plus tard et qui nous explique finalement qu'il s'en fout de la politique, que Marine Le Pen elle est comme les autres, qui se voit s'il a bien fait de le faire, mais qu'en fait il s'en moque complètement, que lui il est vraiment désintéressé. Ce qui est stable par contre, c'est ses dispositions hostiles à l'islam et aux étrangers, dispositions sociales qui font écho donc à ses expériences personnelles. Ce cas est intéressant parce qu'il nous montre une illustration empirique de vote, on va dire relativement désinvesti politiquement, avec une non-maîtrise totale, une grande distance aux politiques, qui pourtant s'ancre dans des convictions sociales profondes, dans des rapports sociaux du quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le FN, finalement, récupère son vote presque par hasard. Il n'y a pas un travail militant, de formation, d'encadrement, de culture politique transmise, d'idéologie. Il ne sait pas ce que c'est que le fascisme. Enfin, on est sur quelqu'un qui est très, très, très distant des catégories intellectuelles et qui pourtant va voter FN. Je voudrais vous parler maintenant de son compère au lycée professionnel, Dimitri, qui a des caractéristiques assez proches qui vont le distinguer un petit peu. Dimitri est dans la même classe, il a aussi 20 ans, c'est son premier vote cette année-là. Lui, il habite dans un autre quartier populaire qui était pour le coup un bastion de la gauche, en périphérie parisienne. Il habite dans la cité depuis qu'il est tout petit aussi, mais il habite seulement avec sa mère. Son père est en partie, sa mère est assistante maternelle contractuelle en CDD pour la municipalité devenue socialiste depuis. Elle n'est pas syndiquée, elle se déclare à gauche, mais il ne parle pas vraiment de politique. Il ne connaît même pas le vote de sa mère, du moins lors du premier entretien, sur les élections antérieures. Sa mère s'est pas remariée, mais elle est en couple désormais avec quelqu'un qui est un Tunisien sans papier, qui ne travaille pas et qui habite chez eux, mais qui connaît, qui l'apprécie, à titre personnel. Je le cite, lui, c'est un bon arabe. Son père, à Dimitri, est un ouvrier qui travaillait en charcuterie pendant des années et qui, sur les dernières années de sa carrière, a ouvert sa boucherie dans une ville de province. Il côtoie très peu son père, il a que des échanges téléphoniques. Donc il s'est mis à son compte, qui était boucher, qui est retraité récemment, qui, au moment de la retraite, a accédé à la propriété dans le périurbain, dans une ville de province. Une maison d'un peu plus de 150 000 € qu'il a achetée à Crète. Son père est un raciste déclaré qui, depuis des années, lui explique qu'il faut voter Le Pen, donc une transmission familiale pour le coup du choix pour l'orientation pour l'extrême droite. Mais ce n'est pas un sujet extrêmement important pour lui, il ne sait pas s'il va écouter son père dans le premier entretien. Par la suite, il nous explique que oui, d'accord, il va voter Marine Le Pen. Donc c'est quelqu'un qui a des prises de position très proches de Thomas, anti-immigré, anti-islam, etc. Dès lors que l'on creuse un peu dans l'entretien, on se rend compte que ce n'est pas uniquement un rejet de ces cultures extérieures, comme il dit, ces gens qui n'ont pas la même culture, qui seraient le symptôme d'une invasion pour la France. On se rend compte aussi qu'il y a une concurrence derrière, qui est une concurrence sociale importante, puisqu'il n'arrête pas de rapporter le rejet de ces immigrés à une concurrence potentielle sur le marché du travail, au lycée professionnel, ou dans d'autres domaines encore. Par exemple, dans les usages de l'espace, les usages des transports en commun, les manières de se comporter, les usages du quartier, ou même les conflits qu'il expérimente, là aussi au lycée professionnel. Donc ce n'est pas un rejet purement culturaliste d'une autre culture, ça s'inscrit vraiment dans des rapports sociaux concrets. Donc ce jeune me déclare finalement vouloir voter Marine Le Pen, et ce, à plusieurs reprises, jusqu'aux élections. Nous le voyons une quinzaine de jours avant les élections de 2012. Donc, a priori, c'était acté pour nous, au moment de l'enquête, on se dit qu'il va voter fait. C'est supposé une petite certitude intellectuelle. Nous le revoyons
entre les présidentielles et les législatives, très peu de temps après le deuxième tour, pour justement, l'idée était d'enregistrer ses impressions, d'être au plus près de son propos. Et la surprise, peut-être vous rassurera ou pas, vous fera peur, Dimitri vote pour, je cite, Michalon. Michalon comprend Jean-Luc Mélenchon dans son vocabulaire, que je rappellerai maintenant Mélenchon, même si lui il appellera Michalon jusqu'au bout de l'enquête, au mois de novembre-décembre. Dimitri est comme Thomas, très distant du politique, maîtrise mal les catégories, ne connaissait pas Mélenchon lors des premiers entretiens, ne connaissait que Sarkozy et Marine, comme il l'appelle, Marine grâce à son père. Pourquoi a-t-il voté Michalon au premier tour de la présidentielle et, pour préciser, au deuxième tour, Sarkozy, qu'il croit, je cite, être un copain de Michalon? Faut parler, je pense que c'est peut-être l'ethnocentrisme que de réussir. Donc on a quelqu'un qui, forte distance du politique, qu'est-ce qui se passe? On essaie de ressaisir dans son contexte des expériences qu'il a pu vivre, qui l'amènent à déposer un bulletin Mélenchon, sans d'ailleurs même connaître le nom de cette personne. Dimitri a des difficultés économiques dans sa famille, c'est pas très original, son père qui est le plus riche ne donne aucune pension alimentaire à sa mère qui galère pas mal, il a pour projet de partir en vacances avec ses copains l'été suivant. Or, les élections présidentielles ont lieu pendant les vacances scolaires. Dimitri est inscrit dans une boîte d'intérim, il travaille à l'occasion des vacances scolaires, notamment la semaine juste avant le premier tour, qui est la première semaine des vacances scolaires. Il travaille et comme il le dit, il descend sur Paris pour ce travail, parce qu'on lui demande de tracter des tracts tout simplement, pour une entreprise commerciale de téléphonie rouge, vous aurez reconnu de qui il s'agit, précisément pas loin d'ici, puisqu'il va au métro Belleville, qu'il ne connaissait pas, c'est la première fois qu'il y va, qu'il sort du fond de 193, comme il le dit lui-même. Ce qui l'ennuie d'ailleurs profondément de venir à Paris, mais bon, pour gagner du fric, il y va. Or, il se retrouve toute la semaine avant la présidentielle à tracter pour SFR à la sortie du métro Belleville. Et quand on affine, on se rend compte que toute la semaine, tous les midis, il va manger avec d'autres gens qui tractent aussi à la sortie du métro Belleville, des tracteurs rouges comme lui, qu'il fréquente toute la semaine, c'est-à-dire des militants du Front de gauche, des pro-Michalon, comme il dit. Et il lie des liens avec eux, notamment parce qu'il y a beaucoup de confusion, des gens qui sortent du métro et qui croient « Ah non, vous êtes encore le Front de gauche, mais non, je suis SFR, donc ça fait rester le mot, la sympathie se crée, etc. » Et finalement, ce jeune mangera tous les midis au McDo de Belleville avec ses copains militants, un peu plus âgés, beaucoup plus politisés, et qui vont, pour ainsi dire, avoir un rôle dans son orientation électorale. Notamment ces jeunes, apparemment, parce que la discussion va être observée, mais discourent beaucoup sur Mélenchon, sur ses qualités et sur les propositions politiques que Mélenchon aurait en matière d'insertion professionnelle des jeunes. Or, comme on a là un élève qui est en terminale de bac pro et historique qui projette de travailler à la rentrée, l'emploi des jeunes pour lui est une cause importante, ça fait sens pour lui. Et ce qu'il explique, c'est que ces discussions ont produit un certain nombre d'effets, et c'est ça qui l'a fait réfléchir. Et comme Michalon serait proche des jeunes et favoriser leurs conditions d'emploi sur le marché du travail, il ne sait pas détailler plus les mesures, etc., pas de fortes compétences politiques, il finit par se rallier à un vote pour la gauche, Michalon en l'espèce. Alors c'est un petit peu plus compliqué quand on y regarde de près, tout ne se joue pas dans cette interaction, en fait, il faut être un petit peu sociologue. On a là quand même quelqu'un qui est extrêmement clivé du point de vue de ses dispositions politiques personnelles, même s'il n'en a pas conscience, s'il est très proche de son père, politiquement, qui est le seul qui lui dit qu'il faut voter FN, il a quand même une mère qui est dans la petite fonction publique non statutaire d'une commune de gauche, qui vit avec un beau-père qui est sans papier, et d'après lui, cette famille-là, il aura transmis, je cite, une fibre sociale. Il y a quand même des discours relatés par sa mère sur le manque de moyens, notamment dans la municipalité, etc., qui font écho aussi à d'autres préoccupations. Donc on n'a pas quelqu'un qui a un habitus homogène, pour dire quelqu'un qui peut partager politiquement, même s'il ne se pense pas comme tel. Et c'est sans doute une des conditions de félicité de ce type d'interaction, non seulement une grande distance aux politiques, très faible conviction, mais aussi des dispositions sociales extrêmement clivées, qui vont faire que dans un contexte préélectoral, très peu de temps avant l'élection, certaines de ces dispositions sont mises en sommeil, plutôt droitière, on va dire, pour le fait, d'autres sont activées pour produire une pratique électorale Michalon. C'est ce qu'il a expliqué aussi que comme il a une faible compétence politique au deuxième tour, il vote Sarkozy. Il est persuadé vraiment qu'ils sont copains, qu'ils ont les mêmes idées. Il ne sait pas dire sur quoi, mais si tout le monde le sait, ils sont copains, c'est le même style, etc. Bien sûr, l'enquêteur n'est pas là pour lui apporter de la contradiction. Plus original encore est son itinéraire électoral lors des 2 tours qui arrivent ensuite, puisqu'il y a la législative 4 semaines plus tard. Donc, intention, vote Marine Le Pen affiché, vote Michalon, vote Sarkozy. Que fait-il aux législatives? Au premier tour des législatives, il ne vote pas, il s'abstient, il va faire un foot avec des copains. Ça l'emmerde, il a déjà voté 2 fois, mais il se fait engueuler par sa mère. Il se fait engueuler par sa mère parce qu'il dit quand même, tu aurais dû voter, c'est pas bien, etc. Donc le dimanche suivant, il va se rattraper, il va faire plaisir à sa mère, il va voter PS cette fois. Il va voter PS pourquoi? Parce que comme lui a dit sa mère, on retrouve sa mère du coup à ce niveau-là, il faut donner une majorité au président.
Le PS Hollande, c'est pas forcément terrible, mais il faut qu'il ait des pouvoirs, qu'il ait sa chance. C'est en gros ça l'argument qu'il met en avant. Donc 4 pratiques électorales différentes en 6 semaines, plus une intention de vote extrêmement contrastée et robuste pendant plusieurs mois avant. Et quand on le retrouve 6 mois plus tard, d'une part, il a oublié la plupart de ses votes. C'est toujours pas qui est Michalon. Par contre, il aime bien toujours Marine. Il trouve que Marine elle est bien. Donc il revient sur des positions de départ. Donc on a une décorrélation totale entre ses opinions, ses dispositions politiques affirmées avant et après la campagne et ses pratiques électorales elles-mêmes. Les opinions déclarées ne sont pas explicatives des pratiques électorales, il faut le rappeler toujours, c'est important, a fortiori quand on est dans des populations comme celles-là qui sont distantes de la politique légitime, qui sont peu politisées, et c'est pour ça qu'on a du mal à le penser, souvent en tant qu'intellectuel ou en tant que militant qui ont un rapport très investi à la politique. Pour conclure, que nous dit cette mise en relation entre ces deux cas? Évidemment, on n'est pas dans la représentativité, on est dans bien d'autres choses, on essaie de comprendre autour d'études de... Ce que ça nous dit tout d'abord, c'est, là le propos est sans doute un peu plus militant, c'est qu'il y a un déficit d'encadrement de certaines fractions des catégories populaires dans les banlieues. On le savait, mais il faut le rappeler avec force. Ce déficit d'encadrement, Jean Marconi l'ont montré, mais d'autres travaux, le travail de Pudal, Nathalie Étuin, plein d'autres, ce déficit d'encadrement, il est dramatique parce qu'il laisse des jeunes, vous le voyez à travers ce Dimitri et l'effervescence de ces pratiques dans tous les sens, les laisse démunis, sans culture politique, sans rien. Donc, un problème d'encadrement, et de ce point de vue-là, la gauche, nous, collectivement, avons des responsabilités très importantes. C'est une situation historique particulière, elle n'est pas du tout, elle ne va pas de soi, elle n'est pas inéluctable, et il y a eu un désengagement massif des quartiers populaires, des banlieues, qu'elles soient rouges ou pas, par les organisations politiques, par les organisations syndicales, qui est ici dramatique, qui compte. Et qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le monde du travail, Sophie Béraud n'est pas là, mais qu'on peut retrouver à différents niveaux. Donc, premier enseignement, ce déficit d'encadrement, et là on a une responsabilité collective très importante. Patrick Lehun, qui est là, écrivait dans Savoir Agir il y a une année maintenant. On se demande toujours pourquoi vote-t-il FN. La question c'est pourquoi ne voterait-il pas FN? Pourquoi ne voterait-il pas FN alors qu'on ne leur propose rien d'autre, qu'on ne les encadre pas, qu'ils n'ont aucune forme de culture politique alternative disponible. Deuxième enseignement, on le savait aussi, mais ça me semble être un point important, l'institution scolaire ne joue pas de rôle d'immunisation, c'est-à-dire qu'on n'a aucune discussion politique avec les enseignants de ces lycées professionnels qui sont, en tout cas dans le lycée étudié, très sous-politisés, qui ne font aucune filiation entre l'extrême droite et l'extrême droite qui a pu avoir lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, une décorrélation totale, un oubli, un désintérêt pour la matière historique, d'ailleurs chez les jeunes rencontrés. Donc l'école ne fait pas barrière, cette école républicaine, c'est une responsabilité collective, et là s'il fallait faire quelque chose, évidemment, ce serait beaucoup plus ambitieux, il va d'abord falloir que nous parvenions au pouvoir pour le faire. Dire, ouais, mais il faut tout à fait noter que l'école a un problème, le système d'enseignement est un puissant levier qui ici ne doit pas être occulté. Troisième enseignement, me semble-t-il, qui correspond au contexte de banlieue qu'on a étudié, qui n'est pas représentatif, mais à mon avis qui correspond aussi à d'autres contextes de banlieue, peut-être même ailleurs, c'est ne pas avoir de vision héroïque sur le FN. On a là un vote FN chez un de chez jeunes, pas chez l'autre, mais celui qui vote FN n'a pas rencontré de militants FN. Ce n'est pas le programme, ce n'est pas le discours politique, c'est même pas les causeries journalistiques qui l'ont converti au vote FN. Donc pas de vision héroïque sur le vote FN. Sur le vote FN, ici, dans le cas qui m'intéresse chez ce jeune, c'est une récupération conjoncturelle de thèmes qui font écho à des expériences sociales de concurrence dans le quartier et à l'école, entre des strates supérieures des classes populaires, je ne vais pas détailler ce point-là, mais c'est important, et d'autres plus subalternes, racialisés, qui sont d'autres jeunes garçons et filles au lycée professionnel. Donc pas de vision héroïque sur le FN, il se pourrait, grosse hypothèse générale que j'ai envie de poser, que le succès du FN ne soit pas dû au FN, que ce soit des transformations structurelles beaucoup plus importantes dans le monde du travail et de l'offre politique, et finalement presque un effet d'aubaine que cette entreprise politique permet d'arriver au premier plan de manière conjoncturelle. Le quatrième peut-être et dernier enseignement qui nous vient de Dimitri, et de ce qu'il fait au premier tour de la présidentielle de 2012, qui est peut-être un peu rassurant quand même, pour conclure là-dessus, c'est que le travail politique peut payer dans certaines conditions. Il peut payer parce qu'on a un jeune qui a priori hostile à Michalon, qui ne le connaît pas, et qui finit par voter pour lui sur un temps très court. Il peut payer, mais pas auprès de n'importe qui, dans les classes populaires, évidemment, il faut trouver les bonnes fractions, les bonnes dispositions. Mais j'ai envie de dire, là c'est plus politique, il peut payer aussi surtout si l'encadrement de ces classes populaires, l'encadrement militant, j'entends, syndical, associatif et politique, il n'est pas uniquement conjoncturel, parce que dans le cas de Dimitri, s'il y a un vote Michalon, une semaine après c'est un vote Sarkozy, et puis 6 mois plus tard c'est pro Marine Le Pen. Pour qu'il y ait une conscience politique et un point de vue progressiste, il faudrait quand même un encadrement autre que pendant la campagne électorale. Or, ce que montrent les travaux sur les forces politiques de gauche, sur le PCF aujourd'hui, Julien Michi, sur le PS
le fait Saviki, et d'autres organisations aussi, c'est que le travail politique dans ces quartiers, il est soit inexistant, soit étroitement lié à la conjoncture électorale. Donc c'est pas un encadrement robuste, c'est quelque chose de purement conjoncturel, ce sur quoi les catégories populaires ne sont pas dupes, ne sont pas totalement dépossédées et inconscientes. C'est peut-être là-dessus qu'il faudra travailler, sur repenser les formes d'encadrement routinier des classes populaires, leur culture politique. Peut-être qu'en discutant avec des sociologues, pas forcément du politique, on peut trouver des solutions pour essayer d'avancer ensemble. Voilà, je vous remercie de votre attention.